Salut, c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui j'interviewe David Bolland, un designer mais également podcasteur. Dans cette première partie de l'interview, David va nous parler de son métier mais également de son parcours d'autodidacte. D'ailleurs, sur son portfolio, on peut trouver une jolie citation disant « La créativité sans stratégie, cela s'appelle de l'art. La créativité avec de la stratégie, cela s'appelle de la publicité. » J'espère que cette citation vous inspire. Désormais, bienvenue dans l'interview de David Bolland sur le podcast Parlons Design. Alors bonjour David Bolland, bienvenue dans Parlons Design. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement aux auditeurs? Bonjour, bien sûr. Aujourd'hui, voilà, comme tu l'as dit, je m'appelle David Bolland. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants et d'un point de vue professionnel, je suis directeur de communication dans une petite société, qui travaille, c'est un éditeur en fait, un éditeur de logiciels de gestion de golf exactement. Voilà, donc c'est d'ailleurs de ça qu'on va parler dans ce podcast, car c'est ce qui nous intéresse. Alors peux-tu nous dire ton métier de web marketeur, directeur de communication, en quoi ça consiste, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Au quotidien, je suis un petit peu full stack, j'ai pas vraiment d'étiquette, voilà, je suis plutôt, en fait, dans une démarche, et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime cette notion de design, puisque c'est une démarche à la base, et je suis dans une démarche stratégique, c'est-à-dire que j'essaye d'être cohérent dans le message que je vais diffuser au sein des prospects, au sein des clients, par rapport à l'univers qu'on apporte à nos clients, par rapport à nos différentes cibles. Et puis voilà, et surtout en prenant en compte à la base la stratégie globale de l'entreprise. Mais le titre, le titre me gêne un peu parce que finalement, dans une petite entreprise, et je pense que énormément de designers vont se retrouver là-dedans dans des petites sociétés, on n'a pas réellement une casquette dédiée. Je pense qu'il faut être le maximum full stack. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu réalises directement? Est-ce que tu fais les maquettes? Qu'est-ce que les tests? Qu'est-ce que tu... Alors, en termes de réalisation, je vais déjà avec le boss, on va dire, on va étudier la stratégie sur une année. Quel est le message sur une année qu'on va amener? Quels sont ensuite, on va étudier les différents leviers, le levier digital, le site internet, le levier de l'événementiel, le levier bon voilà. Ensuite, dans l'opérationnel, parce que en fait, je trouve il y a une différence entre la recherche, la démarche, la stratégie et le côté un peu plus marketing, on va dire, et puis le côté un peu plus opérationnel, qui est, alors là, je vais créer du site web, notamment pour différents golfs, voilà, pour les clients, je vais créer le site web. Je vais aussi m'occuper du site internet de notre société. Je vais, euh, je vais aussi m'occuper tout ce qui est, on fait des webinaires en fait pour mieux utiliser le logiciel. Donc je vais m'occuper de tout ce qui est newsletter, donc de la communication directe avec les clients. En ce moment, alors voilà, c'est des choses, mais je m'occupe aussi de la réalisation de catalogues tous les 2 ans, du print. Je m'occupe de la réalisation de cartes de visite, de plaquettes. En fait, je vais créer tout un univers, je vais créer des supports, et ces supports, je vais les décliner suivant le message et suivant aussi l'importance et l'objectif du support. Donc, soit ça va être plutôt digital au niveau du site web, ou soit ça sera plutôt print. Voilà, pour l'impression, quand on fait un événement, par exemple, on envoie aussi bien de la newsletter. On fait une campagne emailing, mais en même temps, on va faire de la plaquette et sur place, il nous faut des totems, il nous faut des visuels sur place, donc on va créer du print. Voilà, je fais tout ça, c'est vraiment du full stack. Euh, et en ce moment, particulièrement, donc là, je le fais moins, toutes ces petites opérations, pas petites, mais toutes ces opérations différentes. Mais en ce moment, je suis vraiment dédié à la création d'une app, voilà, pour nos clients, d'une app qui est assez importante. Voilà. D'accord. Et pour ça, sur cette partie-là donc de conception, t'es seul ou il y a d'autres collègues qui font la même chose que toi? Quelle est l'équipe qui t'entoure? L'équipe qui m'entoure est principalement dédiée au développement, soit du logiciel de gestion. Alors quand je dis de logiciel, c'est plusieurs logiciels, puisque c'est tout un écosystème
qu'on loue à nos clients, où voilà, c'est principalement des développeurs. Après, ça va être plus un service commercial ou un service administratif. Mais je suis un peu tout seul dans l'univers du design, à part les intégrateurs. Voilà, tout ce qui est intégration, donc ça reste des développeurs, mais ils ont quand même, il y en a certains qui apprécient réellement le design et un design soigné. Donc, et je trouve que des fois, ils vont faire même tout seul au niveau du design digital, ils vont faire le taf un peu tout seul, où on va juste parler, j'ai pas besoin de faire de maquette au préalable. Voilà. D'accord. Et avant qu'on revienne un peu à cette relation avec les développeurs qui m'intéresse pas mal, tu pourrais peut-être nous expliquer un peu plus en profondeur, assez simplement pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce que ta société propose réellement aux clients, quelles sont les différentes choses qu'elle produit pour qu'on s'y repère un peu mieux. Alors, donc, la société Primagolf aujourd'hui propose plusieurs logiciels de gestion dans l'univers du golf. Alors, l'univers du golf aujourd'hui, pour les golfs, hein, c'est du B2B et on arrive de plus en plus au B2B2C. Donc aujourd'hui, nos Tu peux nous expliquer B2B2C? Parce que alors, peut-être que tout le monde n'a pas le business to vocabulaire. business, ouais, tout à fait. Business to business, c'est-à-dire que nos clients vont être des professionnels et on va arriver au final à toucher le client de nos clients, donc qui vont être là pour le coup du particulier, du consumer. Voilà, c'est pour ça qu'on est en business to consumer. Et on va donc on crée des logiciels en fait pour gérer des golfs tout simplement, parce que le monde du golf il est important, parce que dans un golf on va avoir les départs, on va avoir les réservations, on va avoir le restaurant, on va avoir le pro shop, donc le magasin avec des histoires de stock, etc. On va avoir des abonnements. On peut avoir l'hôtel, c'est un univers aujourd'hui du divertissement et du sport aussi qui est assez incroyable et qu'il faut gérer, et donc il faut tout un écosystème pour ça. Et il y a énormément de typologies de golf aussi, très différentes les unes des autres. Donc le métier, aujourd'hui, notre produit, notre service, c'est avant tout de répondre à la technologie et justement d'offrir comme ça un logiciel. Alors quand je dis un logiciel, c'est plein de petits logiciels qui vont aider, suivant le besoin du golf, à gérer son golf pour retrouver finalement le client. C'est pour ça qu'on arrive de plus en plus au client directement, au golfeur en fait. D'accord. Ok, ben nickel. Ça répondait super bien à mes questions. Et donc maintenant, on peut en revenir, pour que, voilà, maintenant que tout le monde est bien cadré, on peut en revenir à la relation avec les développeurs, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, notamment avec la conception des style guides, ça sert pas mal à entretenir les interfaces quand on doit les retravailler, mais également à être en relation, enfin une meilleure communication avec les développeurs. Alors, quelle est justement ta relation avec les développeurs? Est-ce que il y a une séparation entre le côté design ou le côté développement? Ou est-ce que c'est vraiment bien lié? Vous avez mis des process en place pour simplifier au maximum le travail des développeurs? Non, aujourd'hui, on a essayé de le simplifier parce que l'idée derrière l'application mobile qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer à n'importe quel golf une application mobile, c'est de pouvoir proposer son application mobile, c'est-à-dire soit une application soit il est intégré dans une application mobile générale, donc voilà, ou soit il a sa propre application mobile, mais ça au bout de 15 jours. Et pour ça, il a fallu qu'on étudie des processus de réalisation pour dire, voilà, tel golf, bah, le jour où il signe son bon de commande, 3 semaines plus tard, ou même 2 semaines plus tard, le plus rapidement possible, il a sa propre app, mais avec toutes les fonctionnalités disponibles. Et il a sa propre app qui est bien sûr personnalisée avec son branding. Ça, c'est important parce que s'il n'a pas les bonnes couleurs, s'il n'a pas le bon logo, il va y avoir un couac, ce ne sera pas pertinent par rapport à son image et puis par rapport à ses clients. Donc, pour arriver à cet objectif, parce qu'on part toujours d'un objectif, pour arriver à cet objectif, aujourd'hui, on a un processus, on est parti par un processus, malgré qu'on soit une petite équipe, un processus qui est quand même assez complexe. On est parti
déjà avec une méthode Scrum dans l'organisation et une méthode, donc Scrum, on est plus là pour l'organisation de développement, mais moi aussi je l'utilise, et on a ajouté à cette méthode Scrum la méthode du Design Thinking. Voilà, et tout ça afin de créer aujourd'hui un DSL, un Design System Language, c'est-à-dire qu'on va créer finalement une bibliothèque, une pattern librairie, donc une bibliothèque finalement de composants ou d'éléments, voilà, qui vont s'imbriquer les uns avec les autres. Et une fois que cette bibliothèque elle va être construite, bah, elle va être facilement récupérable, et on va pouvoir créer justement comme ça des templates ou des mises en page à base de ces composants. Donc on a choisi ensemble aujourd'hui le processus, qui est le processus du design thinking additionné au Scrum. On l'a choisi ensemble. Et on a aussi choisi ensemble la technologie. Aujourd'hui, on est sur une technologie React, donc qui est, à la base, c'est un langage créé par Facebook. Et pourquoi on est sur cette technologie React? Pourquoi on l'a choisi? Tout simplement parce que c'est une technologie qui est utilisée par rapport à des composants. Alors, je vais essayer de simplifier le terme composant, mais un composant, c'est une incrémentation d'éléments indivisibles. Je vais juste je vais essayer que tout le monde puisse visualiser. C'est-à-dire que l'élément indivisible, on a un champ de recherche. Ça, c'est un élément indivisible aujourd'hui, un input qu'on peut appeler en langage voilà, un peu plus designer. Ensuite, on a un bouton valider pour valider ce qu'on va rechercher, et puis on a l'espace tout autour. Un composant, c'est finalement cette addition de cet espace, de ce bouton et de ce champ, et on peut en créer plein des composants, et à force d'en créer, ensuite on va simplement les mettre les uns sur les autres afin de créer un vrai design. Voilà. Mais après, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée notre propre outil pour nous, pour ensuite créer plusieurs apps. Voilà. D'accord, ouais, c'est un regroupement de plusieurs process généraux pour créer votre process à vous, calibré exactement par rapport à vos besoins. Exactement, c'est un peu complexe, et on a pioché ça uniquement chez des grands groupes. C'est-à-dire que le DSL, le Design System Language, on s'est vraiment inspiré d'Airbnb. D'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré de la méthodologie d'Airbnb, qui est aujourd'hui une méthodologie où ils sont 2000 designers. Hein. On est sur une autre planète, c'est pas la même que nous, mais on y voit les mêmes avantages, c'est-à-dire c'est produire. Alors au départ, c'est très long, parce qu'il faut produire notre propre outil, notre propre mécanisme. Mais une fois que le mécanisme est produit, après, on peut, finalement, c'est presque de l'industrialisation qu'il y a derrière, quoi. Et tout en amenant quand même cette tâche créative. Et pour donner un indice aux auditeurs, et moi aussi ça m'intéresse, combien de temps ça vous a pris pour vraiment bien préparer, bien former ce système? Pour tout dire, on est encore dedans, parce que il y a tellement de choses entre les transitions, on utilise aussi les animations, le système d'animation de chez Airbnb, qui est le système Lottie, etc. Le DSL, on est encore dedans, on est dans la pattern librairie, bon bref. Aujourd'hui, on doit être à 5 sprints de 2 semaines. Ça fait donc 10 semaines. Plus le petit temps additionnel qu'il y a tout autour, j'imagine. Il n'y a pas eu que ces 10 semaines exactement qui ont servi à créer ce système, si? Non, il y a eu beaucoup de temps qui ont été passés dans la R&D, c'est-à-dire quel frein on va avoir. Et je dis ça, c'est vraiment important aujourd'hui. Je pense que quand on se lance dans un projet, ça peut être, nous, c'est un projet qui va durer 1 an.
Quand on se lance dans un projet, je pense que la plus belle des démarches, c'est déjà de réfléchir aux freins, c'est déjà de réfléchir à la démarche qu'on est en train de faire, pourquoi on est en train de le faire, et pas de taper comme ça la tête, la première dans le projet, de dire allez c'est parti. Non, c'est vraiment d'avoir une vraie réflexion. Et cette réflexion va nous amener à tous les freins, va nous amener à tester des choses. Aujourd'hui, en fait, pendant 10 semaines, on a testé toutes les choses. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, mais par exemple, que la problématique du multi-device, c'est-à-dire la problématique de dire que l'app, faut qu'elle soit designée aussi bien pour une tablette que pour un téléphone, pour un 6 pouces, un 4 pouces, un 7 pouces, un 10 pouces, un 12 pouces, etc. Comment ça va rendre? Pour ça, on l'a testé. Et puis, comment on va, au niveau des animations, comment ça va rendre justement avec plus ou moins grand? Pour ça, on les a testés. On a testé aussi... L'idée, c'est que on change un logo, on change trois couleurs ou quatre couleurs, les fondamentaux. Dans ces cas-là, en changeant les fondamentaux, on va pouvoir recréer, mais vraiment en une semaine, une autre app mobile. Voilà. Elle va être automatiquement créée presque. Ouais, c'est l'idée. Donc pour ça, on fabrique notre propre outil. C'est compliqué. Ouais, voilà, vous prenez du temps pour en gagner par la suite dans vos prochains projets, en Ouais, fait. et il faut prendre ce temps-là. Si on tape dans la butte tout de suite, je trouve il y a aucune réflexion à ça, de taper dans la butte pour taper dans la butte. Et non, il faut prendre du temps. Voilà, aujourd'hui, ça fait 10 semaines qu'on a, on a réfléchi pendant 10 semaines, on a testé. Et tester, c'est important, je trouve, dans le design, dans cette démarche de design, c'est très très important de tester. Et aussi avec une équipe de développeurs. Donc 10 semaines, et encore 10 semaines, c'est pas énorme 10 semaines. Voilà, je pense qu'on pourrait prendre encore même un peu plus de temps afin de tester et ensuite de dire allez, c'est parti, maintenant on y va, chacun un peu de son côté, tout en gardant une synergie, mais on y va quoi. Et là, ça va beaucoup, beaucoup plus vite parce qu'on n'a plus de tests à faire, parce qu'on sait où on va, on sait comment le faire, on sait pourquoi on le fait. Et on a un outil qui nous permet de le faire, mais 10 voire 100 fois plus vite. Et donc tu me disais, si je me trompe pas, que pour créer ça, vous utilisez la technique du design sprint, donc celle inspirée par Google, non? Non, on utilise on utilise le Scrum. Donc, voilà, je pense que tu connais la méthodologie Scrum. On utilise le design thinking, qui est une méthodologie de brainstorming en 5 étapes. Et justement, alors je ne vais pas décrire exactement ces 5 étapes, etc. Ce serait un peu long. Mais je pense que tu peux faire un podcast, ou si tu ne l'as pas fait déjà, sur le design thinking, qui est vraiment une belle méthode de brainstorming, qui va même au-delà du brainstorming, parce qu'aujourd'hui, dans le design thinking, il y a le prototypage, il y a retirer tous les freins, il y a tester les choses aussi. Et voilà, donc on utilise ça, et puis la méthode du DSL, quoi, du Design System Language, qui est là plus... alors, qui est une méthode, le DSL, qui est une méthode avec la méthode atomique, voilà, qui est une méthode qu'on s'est vraiment inspiré d'Airbnb. Aujourd'hui, on ne s'est pas trop inspiré de Google parce que on n'a pas eu énormément d'informations là-dessus. Il reste assez secret, contrairement à d'autres entreprises comme Airbnb. Ah, ok. Bon, et puis d'ailleurs, du coup, en parlant d'inspiration, on va parler de l'apprentissage. Donc, tu m'as dit que tu étais autodidacte donc dans ce domaine-ci. Peux-tu nous expliquer comment t'es arrivé déjà au domaine du design et ensuite comment t'as appris ça, ouais, comment t'en es arrivé à ton poste d'aujourd'hui et à ton rôle? C'est très simple, c'est vraiment très simple parce que donc aujourd'hui, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que j'ai commencé. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'était le début d'Internet. Alors quand je dis le début d'Internet,
C'était AOL, c'était Internet en 56K avec un modem qui fait du bruit quand on se connecte. Je sais pas si voilà, il y en a qui se rappellent. Où il y avait un sound design, si on peut parler de sound design un peu bizarre justement. Mais voilà, il y a 20 ans, en fait, Internet est arrivé, on payait à l'heure, on payait en francs et on payait à l'heure, c'était horriblement cher. Mais j'avais 17 ans, 18 ans, et j'étais en train de passer mon bac, et vu qu'il y avait Internet, en parallèle, je passais plus de temps finalement sur Internet et comment créer une page web qu'à réviser mon bac. Résultat, j'ai pas eu mon bac, et résultat des courses, vu que j'ai pas eu mon bac, il a fallu apprendre un métier tout seul. Il a fallu et il a fallu se vendre. Donc, vu que j'avais aucun diplôme, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris. Je suis à l'époque, on allait pas sur YouTube en fait. Donc à l'époque, j'allais à la Fnac, j'allais acheter des bouquins qui parlaient de comment faire des sites web, comment designer un site web, etc. Il y en avait très peu. Comment aussi Photoshop, comment utiliser Photoshop. Et voilà, donc la journée et le soir, j'apprenais par ces bouquins. Je faisais des exercices. En parallèle, il fallait manger. Donc, j'avais des copains qui faisaient leur stage, eux, justement, au niveau commercial, etc. Ils avaient des stages à faire parce ils étaient toujours dans les études. Et ils avaient toujours. Et c'était le début vraiment du site internet. Donc, ils se disaient, tiens, bah, ça peut être sympa si on peut avoir un site internet. Et donc, je vendais des sites internet comme ça. C'est-à-dire que je vendais ce que je testais, parce que finalement, c'était des tests que j'apprenais des bouquins. Donc, oui, j'ai appris mon métier dans des livres, j'ai appris mon métier dans des forums. Ça existait énormément. Il y a eu beaucoup de forums. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Mais on avait donc le papier, Internet, le forum, et puis j'ai appris à créer comme ça Internet, des sites web. J'ai appris j'ai appris Photoshop, j'ai appris Illustrator, j'ai appris InDesign. Bref, j'ai appris tous les logiciels comme ça pour aujourd'hui faire ce que je fais, c'est-à-dire aussi bien du print que du digital. Voilà, tout simplement. Et au fur et à mesure à vendre des projets, bah voilà. Et donc là, il y a deux questions qui me titillent. Au bout de combien de temps donc à apprendre par toi-même, tu as réussi à réaliser des projets autres que pour tes connaissances, tes amis? Je dirais, il m'a fallu pour produire des projets sérieux, et je pense qu'il m'a fallu entre 6 mois et 1 an, voire 1 an. Voilà. Au bout d'1 an, j'arrivais à produire c'est-à-dire que je produisais des sites internet pour des concessions automobiles comme Mercedes, comme voilà, des choses comme ça, des Renault, où je produisais des sites internet pour des mairies aussi à l'époque. Et là, bon, on est sur quelque chose de plus sérieux que simplement le site web d'un copain, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Et tu penses qu'aujourd'hui, pour un jeune qui serait ben, dans la même situation que toi il y a 20 ans, ce serait possible de faire pareil ou ce serait plus compliqué? Ou plus simple, d'ailleurs. Ouais, je pense que ça serait beaucoup, beaucoup plus simple parce qu'aujourd'hui, on est réellement dans un système d'information. Alors, on le voit par Medium, on le voit par YouTube, on le voit par... voilà. On est vraiment dans une... après les années 2000, je pense qu'on a passé un stade, et d'ailleurs, je l'ai lu là dans un bouquin où il expliquait bien, l'auteur, qu'il y avait l'ère industrielle, et puis à partir de 90-2000, on est passé à l'ère de l'information. Donc, avec l'ère de l'information, et ça parce qu'aujourd'hui on a tous les moyens disponibles pour justement avoir l'information, c'est beaucoup plus facile de dire tiens, comment je fais ça. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir uniquement les titres sur YouTube par exemple, sur les vignettes de YouTube, c'est le how-to quoi. C'est le how-to qui fonctionne le mieux, c'est comment je peux faire ça, comment je peux faire ci. Et. Et donc, c'est beaucoup plus simple, à mon sens, c'est beaucoup plus simple. Mais peut-être que je me trompe, je ne peux pas me remettre à la place d'un jeune de 20 ans, mais en tout cas, la, je pense que peut-être que le plus dur aujourd'hui, c'est la digestion de l'information, parce qu'il y en a peut-être trop, justement. Ouais, oui, c'est possible. Et comment, du coup, par quelle plateforme, de quelle manière tu conseillerais à un jeune de faire s'il voulait apprendre justement le design, le développement en 2018?
Mais c'est d'utiliser. Je peux pas dire il faut simplement utiliser ci ou il faut simplement utiliser ça. Je pense qu'il faut utiliser toutes les plateformes. C'est-à-dire aujourd'hui, Medium est une très bonne plateforme voilà, d'information. YouTube est une très bonne plateforme. On a aussi, j'ai utilisé pendant un moment la marketplace tuto.com, qui est une excellente plateforme, je trouve. Donc que ça soit en vidéo ou en texte, voilà, allez, à la rigueur, c'est vrai que moi j'aime beaucoup sur du payant tuto.com parce que je trouve il y a de la qualité. En tout cas, le conseil que je me permettrais de donner, c'est d'éviter de faire quelques erreurs comme j'ai pu faire, c'est de regarder des tutos qui sont sur des effets spécifiques. Voilà. Comment, par exemple, réaliser le bouton avec l'effet, je sais pas, moi à l'époque, c'était comment réaliser le bouton avec un effet à quoi voilà, avec un effet d'eau ou un reflet 3D, etc. etc. Je pense que c'est inutile, ça. Il faut plutôt apprendre à connaître aujourd'hui peut-être l'outil, mais pas une tendance. La tendance, elle est temporelle. La tendance, comment faire une photo avec ce style-là ou tel style, etc. La tendance, elle est temporaire et peut-être dans 2 ans, ça ne servira pas. Le tuto ne sert plus. Et d'ailleurs, il y a énormément de tutos qui ne servent plus sur Internet. Mon conseil, c'est d'apprendre aujourd'hui un process, c'est d'apprendre un outil, mais un outil qui est là depuis quand même quelques temps, comme Photoshop aujourd'hui, ça reste un outil qui est là depuis quelques temps, c'est d'apprendre les bases et pas d'apprendre à créer un effet pour un effet. Ça, c'est ridicule parce que l'effet, on va certainement pas le retranscrire ou on va certainement pas le réutiliser pour tous les projets. Alors que si on apprend une certaine démarche au travers de l'outil, quand je dis une certaine démarche, comment utiliser un outil précis, dans ces cas-là, on pourra créer tous les effets du monde en fait. Après, c'est juste l'imagination qui nous manque, mais il faut mieux apprendre à créer il faut mieux apprendre à utiliser un logiciel qu'à savoir créer un effet de par le logiciel. Donc, il ne faut pas se focaliser sur comment créer tel ou tel effet. Ça, non. Je pense que c'est contre-productif. En tout cas, à mon sens. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Ouais, je pense que ça me paraît assez logique comme point de vue. Après, c'est vrai qu'en temps venu, si on a besoin d'un effet spécial, chercher sur YouTube ou sur Medium ou sur n'importe quelle plateforme comment le réaliser. Voilà, ça peut être utile. Et par contre, j'ai un excellent conseil pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui aimeraient s'intéresser un peu plus au design, c'est de venir découvrir ton podcast. Et d'ailleurs, tu pourrais nous dire à qui il s'adresse et de quoi tu parles dans ton podcast Power of Design. Bien sûr, et je te remercie d'en parler. Donc en effet, j'ai créé un podcast il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, 1 mois et demi, je pense, 2 mois. Et alors, c'est un podcast qui parle de design, mais avec un lien stratégique, avec un lien marketing. Voilà. Alors pourquoi déjà j'ai lancé le podcast? Parce que par rapport à mon expérience professionnelle, j'ai rencontré aussi bien des grands groupes en direct, c'est-à-dire j'ai travaillé avec des très grands groupes comme Coca-Cola, j'ai travaillé voilà, avec Brandfagor, j'ai travaillé, bon, etc. etc. Il y en a énormément. Et ces grands groupes, j'ai pu voir, j'ai pu apprendre surtout des process et j'ai pu m'apercevoir qu'ils utilisaient finalement le design graphique, et là le design graphique avec le marketing, et ça permettait ce design graphique avec un côté psychologique, un côté marketing, une mécanique marketing, ça permettait de vraiment mieux vendre, en tout cas pour eux. Donc j'ai travaillé par exemple avec ces grands groupes afin de créer des campagnes au niveau national et sur des objectifs bien précis. Et en même temps, en parallèle, je travaillais aussi pour soit des TPE ou soit des PME. Et je trouvais que un entrepreneur, en règle générale, qui était soit dans une petite entreprise, dans une TPE, donc une petite entreprise de 1 à 10 employés, voilà, en moyenne,
je trouvais qu'il n'avait pas conscience de l'importance du design, de l'importance du business design, comme on l'appelle, c'est-à-dire du levier du design graphique au sein de sa société, la démarche surtout de se dire, tiens, je vais créer une campagne, je vais créer des campagnes que je vais peaufiner en termes design et en termes psychologiques, comme un tunnel de vente. Aujourd'hui, on peut faire, par exemple, un funnels. Je vais créer ça afin de mieux vendre ou afin d'avoir plus de prospects ou afin d'avoir plus de clients, de mieux fidéliser, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, ces entrepreneurs français, parce qu'on est dans une culture française, déjà le mot design, pour eux, c'est dédié uniquement, le mot design, à la création d'un produit, et c'est dédié uniquement pour les gros groupes. Alors que c'est complètement faux. Au contraire, on l'utilise. Ce que j'utilisais en tout cas pour les grands groupes, c'était vraiment à la portée de tous et surtout à la portée des petites entreprises. Mais à mon sens, c'était ces leviers-là, qui étaient le marketing et le design, ce sont ces leviers qui ont permis aussi à ces grands groupes de faire de plus en plus de chiffre d'affaires. Voilà, tout simplement. Voilà, donc pour résumer la situation, pourquoi pour faire comprendre aujourd'hui, pour essayer de mettre un peu ce coup de pied dans la ruche aux entrepreneurs, aux petits entrepreneurs, de leur dire utilisez le design, utilisez le marketing, c'est pas simplement pour les grands groupes. Voilà pourquoi. Donc, ce podcast, il serait principalement dédié plutôt pour les entrepreneurs, mais en même temps, moi qui suis plutôt intéressé par le design, je trouve vraiment que ça m'apporte quelque chose. On peut dire que ça apporte quand même pas mal, pas mal d'informations sur les méthodologies de design, sur les principes qu'on peut utiliser justement dans la conception. Donc, est-ce que tu penses que ton podcast est aussi dédié aux gens qui s'intéressent vraiment au design et un peu moins au côté marketing, malgré que ce soit lié? Bien, je pense que oui, parce que le design, comme je l'ai dit auparavant, c'est une démarche avant tout. C'est une démarche de création. C'est une démarche de création, alors, soit sur un produit, soit sur une création, sur une stratégie. Par exemple, un tunnel de vente, on est vraiment dans la création d'une stratégie, voilà. Soit dans la création de l'expérience utilisateur, tout simplement. Mais c'est une démarche vis-à-vis du client. Donc je pense que cette démarche, n'importe qui peut l'apprendre. Et justement, quand on est étudiant, c'est bien de se dire quelle est la méthodologie afin de... Alors c'est dédié à tout le monde, quoi. Voilà, c'est aujourd'hui, surtout au niveau digital, parce que le design, plus le digital prend de l'importance dans notre monde, et plus le design va aussi prendre de l'importance. Parce qu'il faut sans arrêt l'optimiser, ce design. Je lisais justement je donnerai l'article, parce que je lisais un article qui était vraiment très très intéressant sur la définition du design aujourd'hui. Et comme quoi, aujourd'hui, c'est un design de communication. On n'est plus dans du design justement des années 50 industriel, on est dans du design de communication, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit, et c'est pour ça qu'on amène le mot design beaucoup pour tout ce qui est au niveau digital. Voilà, parce que aujourd'hui on doit concevoir des produits qui doivent parler, qui doivent... Aujourd'hui, les produits qu'on conçoit n'ont plus besoin de guides d'utilisation, n'ont plus besoin de donner des instructions. À l'époque, lorsqu'on concevait un outil, un appareil photo, à côté, on avait toujours ce fameux guide d'utilisation en format papier, par exemple. Mais aujourd'hui, quand on conçoit une app mobile, quand on conçoit un site internet, quand on conçoit n'importe quoi qui soit digital, mais on ne va pas à côté créer un petit bouquin, un petit kit d'utilisation. Donc, on a comme ça, aujourd'hui, le design, il est centré vraiment utilisateur. Et vu qu'il est centré utilisateur, il est centré consumer, mais il est centré user. Et justement, il permet de communiquer de lui-même et par lui-même
à l'utilisateur au final. Et c'est ça, je trouve, qui me plaît. C'est pour ça qu'aujourd'hui, n'importe qui, je pense, on n'est pas obligé d'être entrepreneur pour écouter Power of Design. On peut être voilà, n'importe qui parce qu'il y a une vraie démarche derrière. Il y a une vraie démarche qui est au niveau social, qui est au niveau psychologique, parce que le marketing aujourd'hui et le design, bah, on y met énormément de social, on y met énormément de psychologie, d'interprétation. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, j'insiste sur l'analyse de la cible, c'est-à-dire que la démarche de design et de communication, elle est à peu près la même pour moi, elle a le même sens parce que c'est c'est renvoyer un bon message à une bonne cible au bon endroit et au bon moment. Voilà, pour moi, le design et la com, ça se résume à ça, et bien sûr dans un objectif commun, aussi bien pour l'utilisateur que pour l'entreprise. Mais vu que c'est cette démarche, et dans cette démarche, on n'est plus uniquement d'un point de vue industriel, c'est-à-dire fabriquer pour vendre, on est aussi là pour donner du sens, pour donner de la valeur par rapport à une marque, par rapport à un logo. Et donc, c'est pour ça que je dis il y a un côté psychologique et un côté social. Par exemple, aujourd'hui, on voit l'enjeu de la valeur écologique. Et il y a beaucoup de designs qui sont créés au niveau digital, là je parle, pour cette valeur écologique ou économique, tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin d'être entrepreneur uniquement pour écouter le podcast ou pour apprendre des choses. Je pense qu'on peut au contraire écouter le podcast en étant aussi bien étudiant, entrepreneur, passionné de graphisme, passionné de psychologie et passionné du monde qui nous entoure. Et donc, les ambitions de ce podcast, comment on pourrait les décrire finalement? Est-ce que ce serait démocratiser le design, faire connaître, faire comprendre quelle est son utilité, à quoi ça sert? Comment toi tu définirais les ambitions de ce podcast niveau message et puis niveau chiffres? Est-ce que tu as un objectif particulier? J'espère que cette première partie vous a plu. La semaine prochaine, David nous parlera un peu plus de son podcast que je vous recommande vivement, mais nous parlerons également de InVision Studio ainsi que de comment trouver sa voie en tant que designer. Vous regretterez sûrement de rater cette seconde partie, alors abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie de cette interview. Salut!